Bonjour à tous. Groupe d'étudiants en sécession, mais approchez-vous. Oui. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Annie Fairbank aujourd'hui. Alors, quelques petites annonces avant de la présenter et de lui donner la parole sur les tablettes Pinax et Tabulae. Pinax et Tabulae. Donc, il y aura la dernière séance sera le séminaire. Je l'ai dans mon... Le 17, merci. Voilà, donc la dernière séance. Pardon. Non, en mai. Voilà, oui, le 17 mai. Élodie Attia qui viendra parler pour la fin du programme. 17 mai. Mais je passe l'annonce. Élodie Attia. Voilà. Comment? Pardon, Bauer. Je me suis trompée d'Élodie. J'ai un an de retard. On fera l'annonce plus tard. Par contre, non mais l'annonce que je voulais faire, c'est qu'il y a une 12e séance, puisque les étudiants, pour que vous validiez l'ensemble, il faut avoir 24 heures. Donc là, vous n'en serez qu'à 22 heures avec la prochaine séance. Donc pour aller jusqu'aux 24 heures, évidemment, ce n'est pas uniquement pour les étudiants. Cécile Colonna qui s'excuse, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais avec Louise Détrépic, qui est là, ici, qui est là. Une visite du cabinet des médailles. Est-ce que tu peux en dire un mot rapidement? Non. Voilà, donc visite du cabinet des médailles avec 1 heure en musée, 1 heure en salle pour vous faire travailler. Le 14 juin, c'est un vendredi, vendredi 14 juin, de 14h à 16h, donc sur le créneau du séminaire. Donc si vous êtes intéressé, on va vous demander de vous préinscrire, parce que peut-être pas de la place, tout le monde en verra. Du nombre de personnes intéressées. Mais en tout cas, notez le 14 juin. Et donc, je vais passer le cahier d'émarchement. Madame Alette. Le cahier d'émarchement. Donc, vous le signez pour la séance d'aujourd'hui. Et la page d'après, je vous demande de vous signaler si vous pouvez venir le 14 juin, si vous êtes intéressé par cette visite. Voilà, donc ça, je vais vous le faire passer. Dans les annonces, un livre qui vient de sortir, est-ce que tu veux en dire un mot? En tout cas, de Zana Hoffman, Between Beatty and Dedicator, The Life and Agency of Greek Votive Terracotta Figurines, qui peut être fort intéressant. Oui. Mon accent anglais, parce que... Mais donc, effectivement, on signale la publication de ce livre. Je ne sais pas si tu l'as vu passer par ailleurs. Voilà. Merci. Et je signale aussi pour ceux qui reviendront l'an prochain que sur le carnet hypothèse, je vais essayer de faire une rubrique bibliographique. Donc si vous-même vous avez des annonces bibliographiques de cet ordre-là, on va essayer de faire une veille des sorties. Je me suis renseignée techniquement, c'est pas très compliqué. Donc effectivement, l'année prochaine, on va mettre ça en place progressivement. Donc on vous le fait passer. Il faut qu'ils reviennent. C'est précieux. Ça disparaît. Voilà, et donc on a le plaisir de, sans perdre plus de temps, bonjour Louise, de donner, de dire un tout petit mot sur Annie Fairbank-Pirard, qui est, donc alors vous, je ne sais pas si vous le voyez, vous, quand vous êtes dans la salle, mais c'est une fidèle du séminaire, puisqu'elle est toujours connectée depuis Bruxelles. Donc elle a suivi vraiment l'essentiel du séminaire, sauf quand le son ne marchait pas. Et donc nous sommes très très heureux d'entendre aujourd'hui. Spécialiste des vases grecs et de bien d'autres choses, qui a travaillé sur Héraclès en Attique, et donc qui a été notamment conservatrice au musée de Marimont, en Belgique, donc avec aussi la publication tout à fait magistrale sur les fresques de Bosco-Réal, et qui est une très belle aventure aussi. Voilà, donc en tout cas, je ne sais pas par quelle étiquette, tu es difficile à étiqueter. Conservatrice de musée, on touche à tout obligatoirement. Oui. Et qui connaît effectivement très bien, aussi bien l'art grec que l'art romain, et qui est en train de travailler sur le CBA de Marimont. Qui sortira bientôt. C'est une forme de pression amicale. Et donc, qui vient nous parler aujourd'hui
de Pinax et Tabula, l'iconographie des tablettes à écrire dans le monde grec et romain. Et donc, on te donne la parole. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, merci à tous d'être là bien entendu et merci de m'accueillir dans ce séminaire qui effectivement me passionne à distance et là je suis là en vrai donc ça fait toujours plaisir, ça impressionne aussi toujours un petit peu mais c'est un très très beau programme que celui de l'anthropologie des images dans les mondes anciens. Alors le mot anthropologie certes est à retenir ici d'autant plus que s'il y a bien un élément susceptible d'études anthropologiques, c'est l'écriture, bien sûr. Et François, notre ami François, ne s'y était pas trompé, lui qui a si bien étudié la présence et l'impact de l'écriture sur les vases grecs. Anthropologie des images, mais aussi donc anthropologie des savoirs et des savoirs lettrés tout particulièrement. Et c'est par la description d'un autre séminaire, je m'excuse de cette infidélité, un autre séminaire qui est celui d'histoire et anthropologie des savoirs lettrés, qu'organisent Chloé Ragazzoli, Filippo Orenconi et Christian Jacob, le HESS, et qui s'appelle effectivement Objets frontières pour les sciences sociales. Et je me permets de lire ici l'introduction dans la mesure où, vous le verrez, ça rejoint un peu notre préoccupation du jour. Depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, les savoirs lettrés constituent un nouveau champ de recherche traversant les domaines des techniques, des sciences, des arts et des spiritualités. Cette perspective permet de renouveler les questionnements des disciplines dites d'érudition en déplaçant l'accent des contenus conceptuels ou discursifs vers l'ensemble des pratiques qui les ont produits et mis en circulation dans le temps et l'espace de sociétés particulières. Cette approche éclaire notamment le statut des acteurs dans leur diversité sociale et leur rapport aux institutions qui structurent leur monde, mais aussi les gestes et savoir-faire du corps, de la voix, de la pensée, ainsi que tous les supports et instruments mobilisés dans ces opérations, comme aussi les lieux architecturaux où elles prennent place. Cette approche reprend aussi, à nouveau frais, les mécanismes de transmission et de diffusion de ces savoirs lettrés, en s'attachant ici encore aux dispositifs matériels qui permettent leur mobilité. Et je trouve que ça coïncidait tout à fait particulièrement comme introduction à ce séminaire. La mise en scène de l'acte d'écriture, du matériel d'écriture comme système de communication, de signes graphiques bien sûr, signifiants, signifiés, référés, tout ça fonctionne autour de l'écriture et de sa représentation. L'écriture est un fait social, certes, mais j'insisterai aussi sur le fait que, et les neurosciences le savent aujourd'hui, écrire influe sur la pensée. Et la façon d'écrire influe sur l'organisation de l'information cérébrale, l'organisation du savoir, et l'organisation de la société. C'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre aux enfants à écrire avec un crayon. Donc, c'est sur ce thème-là que notre propos portera aujourd'hui. Et comme support de cette matérialité de l'écriture, j'ai choisi les pinax et les tabulae. Pinaques et les tabulae. Je dois commander à partir de là. Avec la flèche du bas, oui, ou celle-là, Enter. Enter ou la flèche du bas? Sinon, oui, sinon. Il faut le réveiller un peu. Ah, voilà. On sait bien sûr que dans l'Antiquité, on écrit sur toutes sortes de supports, hein, bien entendu, que ce soit les vases, hein, vous le savez mieux que d'autres, graffiti, peinture sur les murs, broderie sur les tissus, inscriptions, bien sûr, sur les pierres et partout dans les cités, dans les nécropoles, le plomb pour l'édification, dans les tombes, etc. L'Antiquité est un monde de l'écrit, mais les deux principaux supports de cette écriture, et principalement l'écriture manuelle, je dirais, sont, vous le savez tous, d'une part le papyrus, sous forme d'une longue bande enroulée, et d'autre part la tablette de bois, parfois de plomb ou d'ivoire, bien entendu, avant l'apparition du parchemin, creusée, et dans laquelle la cire grattée, gravée, permettait de prendre note d'un texte. Et pourquoi tout à coup je me suis intéressée précisément à ces petites tablettes qui sont souvent considérées comme les petites sœurs du papyrus, ce qu'elles ne sont pas du tout? Eh bien, c'est grâce à un très beau projet de recherche qui a lieu depuis ces dernières années au Gallo-Romanes Museum de Tongres,
donc Tongres qui se trouve entre Liège et Maastricht, si vous voulez, au nord-est de la Belgique, et qui est géré, un très beau programme qui est géré par ma collègue amie Else Hartog. Effectivement, je vous montre ici quelques vues de Tongres, juste pour le paysage, et notre petit Ambiorix, roi des Éburons, révolté en 54, qui est notre Vercingétorix local, je ne pouvais pas l'éviter. Bon, voilà. Je reviens aux tablettes. Else avait dans ses collections des lots de tablettes de bois d'anciennes fouilles, en réalité, années 30 et années 70, qui n'avaient jamais été étudiées, et de fil en aiguille, l'étude a pu démarrer grâce à de nouvelles techniques, bien entendu, de nouvelles techniques d'analyse. Et les collègues cités plus bas, Jürgen Blansdorf et Markus Scholz, sont parvenus à déchiffrer des mots, des phrases sur ces tablettes que l'on croyait muettes et qui sont dès lors l'objet d'une belle publication qui paraîtra ces prochains mois. Donc voilà, j'ai été associée très gentiment, et parce que ça nous intéressait, parce que je voulais aider elles aussi, à ce projet, et je m'étais chargée modestement de la partie iconographique. Voilà, je dis tiens, je vais développer l'iconographie des tablettes écrites dans le monde grec et romain. J'y allais à l'aise, je me dis tiens, je ferai un petit commentaire sur la coupe de Berlin 2285 et le relief de Nijmegen qui est dans tous les livres d'école, et une petite synthèse sur l'apprentissage de l'écriture via les tablettes, et voilà. Grave erreur. Ça, je vous l'atteste, puisqu'effectivement, j'ai ouvert là un peu la boîte de Pandore, ou la tablette de Pandore, si je peux dire. C'est un sujet d'une très grande variété qui ouvre très largement et qui surtout est très bien attesté et relève de beaucoup plus de problématiques qu'il n'y paraît. Alors, pour bien rendre compte de l'iconographie et pour en saisir les spécificités, je ferai une petite introduction qui vous paraîtra peut-être un petit peu ennuyeuse, mais qui est nécessaire si on veut vraiment, je pense, plonger dans les images. Il faut savoir de quoi on parle, tout d'abord, et comment on en parlait. Étude des textes, qui sont quand même assez nombreux, j'y reviendrai. Comment désigne-t-il les tablettes, tant dans le monde grec que dans le monde romain? Mais déjà, la variété se déploie en éventail. Il n'y a pas qu'un mot, il y a des tas de mots pour désigner les tablettes, enfin une série de mots, pas des tas de mots. Et le principal n'est pas pinax, comme j'ai malencontreusement mis dans mon titre, mais bien la deltos, he deltos. J'aurais dû mettre deltos. Et tabula, je m'en excuse, voilà, j'aurais dû corriger à la fin. Et cette deltos, est effectivement souvent liée, elle est intimement liée à la notion de pli, et la deltos peut être une face simple, mais elle est souvent en diptychos, deux plis si vous voulez, en diptyque, en triptyque, polyptyque, etc., avec une accumulation de tablettes liées par des charnières. Le grammation aussi est un registre, si vous voulez, et parfois on parle simplement de kéron, de cire, et de leukoma. Attention, le leukoma, là, on entre dans un domaine tout à fait connexe, qui est la tablette blanchie, parce que effectivement, surtout dans le monde grec, il est parfois difficile de distinguer surtout dans l'image, entre la tablette qui aurait été gravée avec un stylet et qui est en forme de diptyque, et la simple tablette blanchie écrite à l'encre, qui servait notamment, souvent d'ailleurs, pour les affichages et pour la diffusion de choses. Je ne m'attarderai pas ici sur les pinakes peintes, et je suis vraiment dans le monde de l'écrit. Et je renvoie bien sûr à l'article de Vassiliki Zacharie dans la image revue, si vous voulez, image suffisante, image efficace, à propos des pinakes figurés dans la céramique attique. Donc ça, c'est un domaine que je n'aborde pas, et ce sont souvent là, bien sûr, des pinakes blanchis et peints. Dans le monde romain, là aussi, une grande variété, très spécifique. On ne parle pas à tort et à travers de tabula, de tabella, de codicilli ou de pugilares, qui désignent les pugilares, vous trouvez la racine du point, donc ce sont des toutes petites tablettes. Et là, le succès de ce mot est d'ailleurs lié à une période bien précise, qui est celle des poètes élégiaques, notamment Catulle, Martial, etc. Donc une mode qui se répand de petites tablettes, souvent précieuses, en bois rare ou bien en ivoire, qui se répand à cette époque.
Le mot tabula, évidemment, le mot principal, celui-là, il était bien dans mon titre quand même, nous renvoie aussi vers plusieurs secteurs bien connus dans le monde juridique romain, les tabulae publicae, tabulae privatae. Il y a une quantité très importante de tabulae, de qualification de ces tabulae, et c'est le mot qui a donné évidemment tabularium, l'endroit dans le forum, au nord du forum, où sont entreposées les archives municipales. Également dans de nombreuses colonies, des tabulariats locaux, et il est probable qu'à Tongres, on soit tombé sur un tabularia d'ailleurs. Et dans le secteur de la domus, dans le secteur privé, le tablinum est l'endroit où le maître de maison garde les archives et les comptes familiaux. Donc, vous voyez que rien que la terminologie nous emmène déjà vers l'archéologie et vers aussi, malgré tout doucement, les images. Il y a un mot que j'ai écarté aussi, c'est celui des axones. Les fameux axones de Solon, on ne sait pas du tout, c'est complètement imaginaire, on ne sait pas. Après de nombreuses études, les curesses et les axones n'ont pas fait l'objet véritablement d'une mise au point définitive, mais là aussi, c'est déjà la notion, et nous y reviendrons couramment, la notion d'affichage qui est importante et qui définit déjà le rôle des tablettes. Il y a une quantité de bibliographie, mais alors là, colossale, sur l'archéologie et les tablettes en général et les images. Elles se multiplient beaucoup, j'y reviendrai tout à l'heure, un des derniers en date, c'est le livre de Gruhl, de Tibor Gruhl, hein, un professeur en Hongrie, à Pécs, sur les représentations de matériel d'écriture sur les monuments funéraires romains, très utile, très bien fait. Là, vous trouverez des tas de titres auxquels je vous réfère. Un livre moins souvent cité, celui de Paolo Degni, qui nous donne les sources en réalité. Elle travaille sur les auteurs. Et les auteurs sont effectivement très nombreux sur l'évocation des différents rôles des tablettes, j'y reviendrai. Et quand on regarde sa table des matières, ou quand on feuillette son livre, ce qui est intéressant, c'est de voir que certains auteurs dominent. Et vous l'aurez deviné, dans le monde romain, c'est bien sûr Cicéron qui domine. À la fois parce qu'il parle tout le temps, enfin il est d'une prolixité considérable, ce brave Cicéron, mais surtout parce qu'il a à la fois des écrits de type correspondance, privé, entre guillemets, enfin privé, avec un fonctionnement particulier des tablettes, mais aussi, d'un autre côté, l'usage important des tablettes dans le monde judiciaire et dans ces discours où là, véritablement, la tablette joue un rôle tout à fait important. Et notamment, là, le contre Verrès en est plein. Hein, et il sert aussi à sa rhétorique, hein, comme par exemple en contre Verrès 2, 32, et c'est à lui, hein, son adversaire, que l'on confiera la tablette judiciaire, la judicialis tabella, pour qu'il la marque non pas avec de la cire, s'il lui en prend envie, avec du sang. Bon, l'effet littéraire de cette tablette au sang, voilà, et il en est plein. Et effectivement, ça sert de base notamment au très beau livre d'Elisabeth Meyer, Legitimacy and Law in the Roman World, qui, lui, est par contre souvent cité et qui est vraiment une extraordinaire référence dans le domaine, parce qu'elle montre à quel point les tablettes fonctionnent avec le système juridique romain. Il en est non seulement la visibilité, il en donne la visibilité, mais il en est même je veux dire, l'existence, il en garantit l'existence tout simplement dans différents actes de la vie publique et de la vie privée. Alors c'est un livre d'une historienne brillante, remarquable, et puis il n'y a pas une seule image. Voilà, pas une seule image. Je me dis tant mieux, il y a des choses à faire, certainement. Il n'y a pas une seule image, sinon celle-ci, ce dessin, si vous voulez, qui nous montre ce qui a vraiment particulièrement préoccupé les Grecs, certes, mais on a peu de traces, mais certainement les Romains, c'est la valeur particulière accordée à la protection des données, parce que ça existait déjà. Et cette phobie du faux, que l'on retrouve d'ailleurs chez Pline l'Ancien, hein, dans son encyclopédie, elle est terrifiée par l'idée qu'une matière puisse être fausse et un document puisse être faux. Et c'est encore plus vrai dans le monde juridique et dans le monde légal, hein, dans la partie des testaments, par exemple, des donations de terres ou des légitimités de naissance et des choses comme ça. Et donc, le système intelligent qui a été conçu et qui est connu par un texte de Suétone, dans la vie de Néron, et qui est daté très précisément de 61, un Senatus Consulte, hein, d'après un système nouveau pour déjouer les faussaires,
Il ordonna que les tablettes seraient percées et qu'on y imprimerait le sceau après avoir passé 3 fois le cordon dans les trous. Il décréta que dans les testaments, les 2 premières pages seraient présentées vides aux témoins et que l'on n'y inscrirait que le nom des testateurs, etc., etc. Et effectivement, l'archéologie atteste, et on en a à Tongres, atteste évidemment ce système. Donc, vous avez en page 1 et 2 le texte qu'il faut protéger, pardon, 2 et 3, en page 2 et 3 intérieur, le texte qu'il faut protéger. Et puis, effectivement, on les referme et on les scelle avec un trou spécial qui est différent du trou des charnières, en réalité, pour passer un cordon qui lui-même reçoit le cachet et les sceaux avec le nom des témoins et une copie du texte original ici pour lecture. Et la garantie, évidemment, de ce scellement permet d'authentifier le document. Donc c'est un système assez ingénieux, même si ce petit malin de Lucien nous donne au moins 3 façons de détourner le scellement. Par exemple, allez, je vous le conseille, une aiguille chauffée qui fait fondre la cire et qui fait fondre... Voilà. Donc, mais cela dit, il y a cette préoccupation, cette obsession du faux qui préoccupe bien sûr les juristes romains et qui est ainsi résolue de façon officielle grâce aux tablettes. Donc voilà un petit détour qui n'était pas inutile. Et voilà par exemple un autre exemple que j'ai choisi ici. Le testament d'un soldat qui vit en Égypte, et Antoninus, il va bien daté dans 142, et lui avait imaginé aussi dans tous ses polyptyques, bilingues d'ailleurs, latin et grec, un petit système avec une petite cache pour les sceaux. Il y avait une petite paroi coulissante, si vous voulez, qui permettait d'isoler les sceaux. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est attesté non seulement dans les textes, mais vraiment dans la réalité, dans la pratique et dans la mentalité antique, principalement romaine. Encore un dernier point avant de passer aux images, mais enfin vous avez déjà quelques images, c'est peut-être, je ne sais pas comment vous connaissez, quel est votre rapport aux tablettes antiques, mais je crois qu'on a parfois l'impression que ces tablettes, c'est surtout le fait des gallo-romains. Bon, vu que c'est du bois, qu'il faut des conditions précises de conservation, absence d'oxygène notamment, ce qui est le cas dans des puits, des mares, etc., des régions plus humides, ou alors carrément les sables d'Égypte, les sables d'Égypte et d'Afrique du Nord qui garantissent également la conservation des tablettes. Et donc on a cette impression, cette espèce de topographie faussée dans la tête, une topographie reposant sur l'Europe de l'Ouest et l'Égypte également. C'est aussi vrai, vous me direz, pour les papyrus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde antique a regorgé de tablettes. Que ce soit l'Italie, que ce soit, oui, j'ai oublié de dire évidemment les centres du Vésuve en Italie qui ont également conservé tout un lot de tablettes. Le monde antique a regorgé de tablettes, que ce soit l'Occident ou l'Orient. C'était aussi diffusé que le papyrus. C'est un moyen d'écriture très répandu, comme nous allons le voir. Et il est paradoxal de croire que c'est uniquement dans les grandes contrées de l'ouest de l'Europe que les tablettes étaient diffusées et protégées. L'exemple d'ailleurs, à contrario, est bien sûr cette découverte extraordinaire des tablettes de la région d'Athènes, de Daphne. C'est la plus ancienne, ce sont les plus anciennes d'ailleurs, qui soient trouvées dans une tombe absolument magnifique, qui a conservé une tombe... On ignore encore, malheureusement, les analyses anthropologiques ne sont pas terminées, semble-t-il, même si ça date des années 80 comme fouille, si c'est un homme ou une femme. On a appelé ça la tombe de la musicienne. On va garder la tombe de la musicienne. On a trouvé 5 tablettes, assez petites d'ailleurs, vous voyez les dimensions, des fragments de papyrus également, et des fragments d'instruments de musique, holos, lyre, harpe, ainsi qu'un nécessaire d'écriture. Donc vous voyez déjà combien la tablette s'inscrit dans un ensemble que nous allons retrouver assez souvent d'ailleurs sur les vases, et combien le côté précieux également des objets, des instruments et de l'écriture. L'écriture est minuscule, raffinée, délicate sur ces tablettes. Je renvoie à la publication de West et Pullman à ce sujet.
Donc voilà quelque chose qui devrait troubler, parce que c'est comme le papyrus d'Hervini. Il y avait des papyrus évidemment en Grèce, et il y avait des tablettes également en Grèce. On en trouve de plus en plus. Il est à craindre que des fouilles les aient détruites d'ailleurs, parce que c'est parfois tellement fragile, tellement délicat. Autre tablette bien connue, je n'insisterai pas ici sur le monde étrusque, je n'ai pas pris, ça mériterait une étude, mais d'abord nous n'en avons guère le temps, et d'autre part, je n'ai pas repris ce dossier qui est plus petit, mais une des tablettes les plus anciennes aussi, c'est cette fameuse tablette de Marsiliane à Dalbenia, avec un abécédaire, hein, bien entendu, d'écriture étrusque, qui est tellement fin, tellement petit que certains ont pensé qu'il pouvait même presque s'agir d'un bijou. En tout cas, ça fait partie d'un lot extrêmement précieux qui montre le caractère précieux de l'écriture et de la tablette d'écriture. Quelques petits coups de sonde quand même pour vous rappeler les grandes découvertes de tablettes récentes, justement en Europe, et vous voyez que c'est surtout le long du Limès qu'on a énormément trouvé de tablettes ici, beaucoup en France qui sont bien publiées. Et alors les plus célèbres, vous en avez certainement entendu parler, sont celles trouvées en Angleterre, notamment les tablettes Bloomberg, hein, trouvées à Londres. Pourquoi on les appelle les tablettes Bloomberg? C'est parce que quand on construisait le site de cette grande société financière, Bloomberg, puis on est tombé, hein, on n'est pas loin du musée de Londres d'ailleurs, City of London, on est tombé sur un lot considérable de tablettes, très bien éditées par Tomlin, et sur lequel il y a notamment pour la première fois le nom de Londinium, hein, Londres apparaît très tôt. Donc très très bien publié, toujours en cours de publication, grâce notamment à des techniques d'imagerie, hein, qui permettent de lire. Vous voyez le type de caractère qu'il nous faut lire, c'est redoutable. Il faut vraiment être un épigraphiste, et en plus c'est du cursif romain. Il faut vraiment être un spécialiste pour pouvoir lire de façon cursive et courante ces tablettes. Et on a procédé de la même façon également aussi à Tongres. L'autre série que vous connaissez certainement tous de nom aussi, ce sont les fameuses tablettes du mur d'Adrien, de Vindolanda et de Carlyle. Mais attention, ce ne sont pas les tablettes que j'aime, ce sont des petites tiliailles, c'est-à-dire des tablettes beaucoup plus fines en bois de tilleul, écrites à l'encre et qui servaient de correspondance, vraiment des lettres, hein, c'est vraiment des lettres de correspondance à l'intérieur du camp ou vers l'extérieur, et elle se déplie aussi, elle se déplie également en accordéon. Donc c'est un autre système qui est un système plus souple, je dirais, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je vais enfin terminer en disant que si on ne retrouve pas des tablettes, par contre, de très nombreux sites attestent de la présence de matériel d'écriture et de stylets qui suffisent à dire la tablette, hein, le stylet de bronze. Et donc là aussi, par le biais, si vous voulez, des paraphernalia, on arrive à montrer combien l'écriture et la tablette sont répandues à travers le monde. Et à gauche de votre écran, des éléments d'ivoire que l'on a parfois confondus avec des sommets de boîtes, mais qui sont tout simplement des bouts de cylindres de papyrus, et que l'on retrouve de plus en plus, notamment dans nos régions, et qui attestent là aussi la présence de papyrus dans nos régions. Je renvoie à l'exposition qui avait lieu au Collège de France avec le papyrus le plus à l'ouest, qui était celui de Bretagne, de Manévechen en Bretagne. Enfin, courage, un tout petit peu de courage encore. Le dernier paradoxe de nos tablettes, c'est le fait qu'elles se trouvent entre archéologie, épigraphie et papyrologie. Où trouvez-vous les textes de tablettes, me demanderez-vous? Eh bien, il n'y a pas vraiment de liste ou d'ensemble systématique. Hein. Si vous étudiez les tablettes, vous devrez courir dans le séminaire d'histoire, dans le séminaire d'archéologie, dans le séminaire de papyrologie, dans le séminaire d'épigraphie, dans le séminaire de ces sciences de l'éducation, dans le séminaire d'histoire du droit. Enfin, voilà, c'est là que vous allez trouver les tablettes. Elles sont maintenant de mieux en plus identifiées par le sigle T-, hein, comme il y a eu longtemps le P- pour papyrus. Et voilà les principales tablettes. Vous retrouvez bien sûr Bloomberg, là, vous trouvez les Herculanum et Pompéi, vous retrouvez les pompéiennes, oui, et Vindolanda, Vindonissa, enfin ce sont les grands lots de tablettes. Mais effectivement, elles sont souvent aussi réparties dans des recueils thématiques et papyrologiques. Elles sont à la fois vues par des papyrologues comme des textes, donc en dehors de tout leur substrat matériel, et par des épigraphistes également de la même façon.
Et les archéologues sont souvent les plus mal lotis dans l'histoire. C'est rare de bien comprendre la tablette elle-même. Et surtout le FIRA, la publication des termes de droit romain. Là, vous y retrouverez également de très nombreuses sources. Et la preuve qu'elles n'ont pas de carte d'identité toujours bien précise, c'est que la même tablette, comme cette très très belle, ce beau diptyque avec exercice d'écriture sur un texte de Ménandre d'un côté et des calculs à droite de l'autre côté, qui provient d'Égypte, bien sûr. La plupart des exercices d'écriture grecque proviennent d'Égypte. Et pour nous qui travaillons dans le musée, c'est the British Library, ce n'est pas British Museum, c'est British Library, avec un numéro d'inventaire, etc., etc. Mais pour un épigraphiste, un spécialiste des tablettes, ce sera T. London. Et pour un spécialiste papyrologue, elle est identifiée comme Papyrus littéraire de Londres 253. Donc, voilà, vous la trouverez dans différents endroits, mais l'idéal est de l'avoir comme ça sous les yeux pour vraiment comprendre sa matérialité, comprendre la trace du maître dans les 2 premières lignes et la trace de l'élève qui commence à recopier dans les lignes qui suivent. Donc voilà, excusez-moi pour cette introduction assez longue, mais qui vous a, je crois, déjà donné une évaluation du statut complexe de la tablette en tant que telle, comme support et comme texte et comme matériel de fouille. En résumé, jusqu'à présent, les textes et les découvertes archéologiques nous font part des principales fonctions des tablettes. Vous l'aurez deviné, l'apprentissage de l'écriture et de l'éducation, on vient de le voir. Il y a les Hermeneumata, Pseudo-Dodicéana, qui sont des textes aussi d'école, qui montrent le petit élève qui prend son matériel pour aller à l'école. La prise de notes, bien sûr, et j'en veux pour preuve, par exemple, une jeune qui doit aller à la chasse, ça l'ennuie assez bien, et il emportait avec lui, dit-il, quand il allait à la chasse, je méditais quelques pensées et je prenais des notes afin que, si je revenais les mains vides, parce qu'il n'avait pas tellement envie de chasser, je ramène au point mes cires pleines, des Kéras et des Pugilares, on voit Pline l'Ancien avec son chien de chasse et puis qui prend ses notes en train d'écrire. La mémorisation, important, fondamental, et plusieurs textes, depuis Platon jusqu'au texte romain, nous font part de ce phénomène à nouveau très moderne de la mémorisation. La mémoire, pour eux, l'image de la mémoire, c'est la gravure dans la cire. Mémoriser quelque chose, c'est comme graver quelque chose dans votre tablette, vous le gravez dans votre cerveau. C'est un phénomène d'imprégnation, de fixation, si vous voulez. Donc ça, c'est une métaphore de la tablette qui est particulièrement intéressante. Correspondance, je vous l'ai déjà dit. Les comptes domestiques ou commerciaux, nous y reviendrons, mais c'est un point également important. Religieux, me direz-vous, des exemples. Oui, les exemples ne sont pas rares. Et un des textes les plus intéressants à ce sujet, si je le retrouve, voilà, se trouve chez Pausanias, qui rapporte ainsi le souvenir de la guérison de certains Phalisios, fondateur du temple d'Asclépios à Naupacte, dans le golfe de Corinthe, qui était devenu presque aveugle. Le dieu, dit Pausanias, lui fit parvenir par l'intermédiaire de la poétesse Anitère des tablettes scellées. Phalisios, perplexe, se dit, mais pourquoi des tablettes, moi qui ne sais plus lire, enleva le cachet, le sphragus, lut le texte gravé sur la cire, dit le texte, et ses yeux furent guéris. Ça, c'est ce que j'appelle le miracle de la tablette. Donc la valeur religieuse de cette tablette, apportée par une poétesse, ce qui n'est pas rien non plus. Et cette poétesse, d'ailleurs, qui recevra en échange de son bon service quelques talents, bon, quelques sommes, pas mal jouées. Mais voilà la valeur de cette tablette écrite par le Dieu, scellée. Donc une valeur religieuse n'est pas négligeable non plus. Des actes juridiques, bien sûr, des contrats, et je ne parle pas que d'époque romaine, puisque par exemple, et voilà quand même Héraclès, je ne pouvais pas m'en passer, voilà, Sophocle, dans les Trachiniennes, confie son testament et ses biens de façon prémonitoire à Déjanire, sous la forme d'une palaian deltion engegramenen synthemata, une ancienne tablette sur laquelle étaient consignées les clauses convenues. Donc on voit ici combien déjà le document a une valeur juridique incontournable de testament. Renseignements militaires, composition littéraire et musicale, etc. Le mot composition est important également. Ça sert à la préparation
de notes. Il est probable que Pline l'Ancien, pour son encyclopédie notamment, accumulait des tablettes de prise de notes pour une composition plus vaste. Là, ça a été bien étudié également. Et enfin, les écrits scientifiques, vous me direz, mais non, les textes littéraires, les écrits scientifiques, c'est certainement sur des papyrus, certes, mais il y a des préparations de ces écrits. Et Galien, notamment, donnait des conférences et faisait préparer aussi certainement des notes prises parfois en tachygraphie, c'est-à-dire en sténographie, par des assistants pour regrouper, sans doute sur des tablettes plutôt que sur de longs papyrus, pour regrouper et composer ces traités. Donc voilà un peu, je dirais, l'ambiance générale de nos tablettes. Voilà ce qu'elles peuvent nous désigner, nous apporter, dans quel secteur ça fonctionne finalement. Et donc nous revoilà vers nos deltoi et tabulae. Je vais dépasser les deux témoins que j'avais pensé initialement développer, j'y reviendrai, mais pour le texte de Tongres, et je me plongerai tout d'abord dans, non pas les vases, mais la sculpture, avec un point d'interrogation pour ces tablettes et expression de la démocratie. Pourquoi? Parce que nous avons, et je pense au Louvre ici, avec ce fragment qui se raccorde évidemment à ce scribe Acropole 629, de façon extraordinaire, par ce petit lot de scribes à la tablette qui se trouve sur l'Acropole d'Athènes, et une sculpture soignée, polychrome, des statues votives exaltant une fonction bien précise, mais quelle fonction? Quelle fonction? En effet, le tout est de savoir. On voit bien qu'elle date de la fin du VIe, mais avant ou après 508, 507, c'est-à-dire les réformes clisténiennes. Les interprétations font débat, je n'entrerai pas, je n'ai pas de solution pour vous, mais le débat est en soi intéressant. Certains avaient évoqué la mise par écrit des poèmes d'Homère à l'époque des fils de Pisistrate, la première version officielle de l'Iliade et de l'Odyssée, mais je ne pense pas qu'on ait exalté la tablette de préparatoire pour cette mise par écrit. Je pense qu'il vaut mieux écarter cette hypothèse, plutôt se pencher vers l'idée de trésorier d'Athéna, notant les possessions du sanctuaire, de la déesse et du vieux temple, ou alors des catalogues, des magistrats de la Dokimasie sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, ou alors, et ça serait quand même le mieux, les secrétaires transcrivant les décisions de la Boulay au premier moment de la démocratie, une fonction qui serait créée à ce moment-là. Et ce serait dès lors cette première manifestation de l'écriture, ce n'est pas la première, puisque je vous ai déjà parlé des Axiones de Solon, mais un renforcement de l'écriture publique qui est l'expression du démos, sinon du sanctuaire, une mise en évidence nécessaire de l'affichage et bientôt de l'archivage. Donc voilà un rôle déjà fondamental des tablettes qui nous apparaît au début, je dirais, de leur histoire iconographique. C'est toujours vers Athéna, vers Athènes et Athéna que nous nous tournons, ici grâce aux belles photos que m'a transmises Louise, merci beaucoup Louise, pour cette Athéna pensive qui prend des notes sur une tablette très certainement. Sommes-nous ici dans la transcription de listes, de résultats, de comptes, de décrets, de listes de soldats? Sa petite sœur, je dirais, qui se trouve à Munich, avec une iconographie analogue, et cette fois sur une amphore panathénaïque, pseudo-panathénaïque, avec sur l'autre face un acontiste, donc un lanceur de javelot. Athéna a-t-elle ici fonction de juge? Est-ce qu'elle note les performances sur sa tablette, avec son chronomètre dans la main? C'est bientôt les Jeux Olympiques. Bon. Et donc, est-ce là cette sanction, je dirais, du classement du juge, ou bien c'est pour la mémoire, peut-être, de l'inscription en l'honneur de ce vainqueur et de ce champion? Et j'ai souvent été frappée, d'ailleurs, par la ressemblance dans certains cas entre une tablette, je vous montrais tout à l'heure la tablette de Leyde, la structuration d'une tablette et la structuration d'une inscription. Dans certains cas, il y a un parallèle qui peut être établi, comme si la tablette aurait pu, dans certains cas, servir de préparation à la graphie d'une inscription. Il y a d'autres activités assez rares, j'en conviens, où des adultes manipulent des tablettes. Encore un beau fragment du cabinet des médailles qu'il faudrait également élucider, mais nous n'avons qu'un fragment, mais qui nous met en évidence l'attention, le geste, le souci de bien écrire. Et sur cette coupe d'Oxford du peintre de Pan,
Là aussi, je n'ai pas d'élucidation à vous proposer extraordinaire et définitive de la scène qui continue à faire débat. Avons-nous une scène de bulletin de vote, de bulletins de vote, avec ces espèces de petites matières, de petites boules rougeâtres qui sont mises dans un skiffos? Avons-nous, puisque c'est le cas sur l'autre face, des fruits en lien avec un sacrifice, le sacrifice qui a lieu sur l'autre face? Peu m'importe ici, ce qui m'importe, c'est la mise en scène, la présence vraiment flagrante et définitive, je dirais, de tablettes qui ont servi à noter, à transcrire, à compter, à visualiser les manipulations de ces objets un peu mystérieux qui ont lieu sous nos yeux. Donc si on veut des interprétations, elles sont les bienvenues. Moi, je ne regarde que les tablettes pour l'instant. Et un autre élément où là aussi les tablettes semblent avoir joué un rôle fondamental, que ce soit pour le personnage qui se trouve ici ou celui qui se trouve ici. Voilà, on a quelques fragments de tablettes qui se trouvent là, de près ça se voit. Bien publié par Herbert Kahn dès 1973, je crois, dans un article qui s'appelle simplement Dokimasie, et qui est assez impressionnant, c'est d'ailleurs un fragment de la collection Kahn, et qui a fait le point sur cette inscription donc, des chevaux, sur cet examen des chevaux des citoyens qui devaient faire preuve de certaines qualités pour être inscrits dans des registres et être notés par la Boulet, être autorisés, si vous voulez, par la Boulet. Et ça correspond, là pour une fois aussi, de très près à un texte de la Constitution des Athéniens d'Aristote. Il y a toute une série de manipulations en 49,4 du catalogos du registre de cavalerie sur ces tablettes qui sont transmises par les catalogues. Donc les catalogues prennent le catalogos et vont les donner aux hipparques et aux philarques qui eux-mêmes les présentent à la Boulet. Et c'est uniquement à ce moment-là, ton pinaka anoixantes, donc on ouvre les tablettes, on les ouvre et on révèle les noms inscrits. Donc là, il y a toute une procédure vraiment d'une gestuelle presque religieuse, je dirais, ou du moins officielle, liée à ces catalogues de la démocratie, ces catalogues véritablement démocratiques. Ce n'est pas sur des tablettes de bois, et c'est d'ailleurs retrouvé non pas à l'Agora, et il s'agit sans doute d'un autre procédé, mais il est un fait que près de la porte du Dipylone, on a retrouvé des petites tablettes de plomb avec le nom du propriétaire du cheval, la description, le prix du cheval, description très très précise. C'est un beau petit dossier qui avait été publié par John Kroll et qui montre effectivement à nouveau l'importance et la publicité de la qualité, je dirais, des chevaux, peut-être ici pour une vente ou du moins pour remplir la classe sociale associée aux chevaux. Donc, à nouveau, petite parenthèse qui me paraissait assez intéressante. Et enfin, on change ici de contexte et de monde. Il y a un écart, j'en conviens, un écart qu'il convient de prendre en considération. Mais si vous voulez des tablettes de compte, je vous renvoie au fameux vase des Perses, avec une vision très explicite de calcul de tribut par le trésorier royal de Darius, mais il est un fait que Marie-Christine Villanueva, dans son bel article sur le vase des Perses, a mis en évidence le côté percerie de ce vase de Darius, et bien noté que le mode de calcul est bien grec, sur une trapeza, et trapeza, vous savez, donnera le mot de la banque en grec, et sur la tablette inscrite est précisément inscrite la somme de 100 talents. Et là, on voit combien le compte, la notation, le tribut, etc. sont intimement liés à cette vraiment mise en évidence. Et on veut que vous le regardiez, on veut que vous le lisiez. Après cette vision, je dirais, assez publique et liée au fonctionnement de l'État, de la tablette, plongeons enfin dans la Coupe de Berlin. Avouez que vous l'attendiez tous, la voilà. Elle est tellement commentée qu'on finit par ne plus la voir, par ne plus voir qu'elle est assez exceptionnelle en son genre, au fait. Il y en a d'autres qui ont des scènes d'école, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Et celle-ci est tellement complète. Elle est tellement complète. Alors, on a tout. On a l'enseignement de l'écriture, à la fois via la tablette et via le papyrus,
où l'on vous fait lire, hein, et on sait bien qu'on a inversé l'ordre des lignes, on vous fait lire le début d'un poème au Scamandre, etc. Tout ça a été longuement étudié, interprété. Je n'ai pas le temps de revenir ici sur l'interprétation de ce texte, simplement qu'à côté de l'apprentissage musical, il y a évidemment l'apprentissage, à côté de l'apprentissage graphique, il y a l'apprentissage musical, le chant accompagné de l'holos et l'instrument qui est ici la lyre. Donc là, c'est le programme complet de la paideia, du jeune citoyen grec. Il faut insister sur ce terme, soit par des adultes, soit par un plus âgé, très certainement. Et les jeunes gens, les élèves, se tiennent dans une position de pudeur, presque emballés dans leur manteau, et on les prépare bien entendu à être de futurs acteurs de la vie publique, qui pourront lire les textes affichés, mais aussi de la préparation symposium, où ils seront amenés sans doute à chanter ou à apprécier la qualité d'une musique, d'un chant et d'une poésie. Donc c'est un programme véritablement assez complet, où moi je retiendrai surtout, et c'est vrai pour le texte le fragment de la tablette, l'élément avec la tablette, c'est que on a cette précision du geste qui est extraordinaire et qui est très caractéristique de cette époque à Athènes, sur les peintres à figure rouge, peintres de coupe à figure rouge principalement, qui est cette acquisition d'un geste, mais qui est une technique spécialisée. C'est pas n'importe quoi de grapher avec un stylet, et c'est un savoir particulier qui se transmet. Et en transmettant le geste avec le stylet, vous transmettez également le savoir graphique, peintre, écriture, le savoir arithmétique, hein, vous avez vu la tablette de compte, le savoir musical qui peut être noté ainsi, et il y a d'autres savoirs comme le savoir iatriqué, la techné iatriqué, hein, aussi la précision du geste est optimale et indispensable, très valorisée dans cette série de vases. La série est assez limitée, mais il y en a, hein, on voit partout. Partout, on voit dans de nombreux éléments cet apprentissage de toutes les valeurs culturelles qui tournent autour aussi bien du papyrus que de la tablette. Hein. Toujours, elles vont de pair parce qu'elles ne sont pas, l'une n'est pas en dessous de l'autre, elles sont véritablement complémentaires et le papyrus montre des textes plus longs, des textes à lire, la tablette étant plutôt des textes à écrire, des textes à composer, et également des textes, des notes, et l'apprentissage de la mise en page, je dirais, d'un biblos, d'un livre. Ces valeurs culturelles sont aussi liées au symposium, je l'ai dit, et peut-être aussi à la beauté de ces jeunes gens, à leur charme, à leur je n'oserais presque pas dire charisme, à leur séduction, je vais dire, de ces jeunes qui sont des futurs jeunes gens à aimer, les éromènes. La culture, cette culture qu'on leur donne, qu'on leur impose, que sais-je, fait partie de ce bagage, je dirais, indispensable pour leur intégration dans la société des adultes. L'usage des tablettes, d'ailleurs, se répand dans d'autres secteurs, comme notamment sur les courses d'enfants. Hein, un enfant qui joue avec une tablette, il ne sait pas trop quoi en faire, sans doute. Et aussi, François aurait été content, il y a des satires à la tablette, bien entendu, dérision ultime. Et cette tablette, au fait, cette tablette, elle reste. On n'a plus tellement de représentation de l'acte d'écriture, mais on la voit progressivement se devenir une espèce de signe, de symbole, avec tout ce qu'elle véhicule de ce que je viens de vous dire, à l'arrière-plan de nombreuses scènes, et notamment ces fameux revers de vases du IVe siècle, avec deux ou trois personnages discutant. Eh bien, la tablette est là. La tablette est là pour rappeler leur formation, mais comme elle est aussi souvent en écho avec un pactage d'athlètes, est-ce qu'elle n'est pas là également pour rappeler les discussions qui se font dans les gymnases à cette époque, au IVe siècle, hein, les discussions philosophiques, les discussions de divers types, et qui nécessitent
non pas d'étaler son papyrus avec son encre et son calame, etc., et d'écrire soigneusement de longs textes, mais non, et de prendre note de ce que dit le professeur, le philosophe, le savant que l'on va écouter. Hein. Donc c'est aussi ce rôle-là, peut-être en lien avec le gymnase, le rôle de la discussion, le rôle du logos que transcrit la tablette. Alors, un dernier clin d'œil, je dirais, à ces vases grecs. Nous avons à nouveau le couple du jeune à la tablette et du personnage plus âgé au papyrus, hein, qui déroule le papyrus, mais ils sont ici désignés par l'inscription. L'inscription les relève, les élève vers le niveau mythique. Et nous avons Linos, le professeur de musique par excellence, qui n'aura pas beaucoup de succès avec Héraclès, mais qui a beaucoup de succès ici avec Moussaïos. Et Musée, on le sait, est l'Orphée attique, au fait. Hein. Et il tient ici des tablettes qui sont très vraisemblablement, ou qui pourraient être, grâce à la diction de ce nom. Si on n'avait pas le nom, on ne serait pas parti vers cette idée-là, je dirais. Mais on part vers un texte tout à fait contemporain, qui est l'Alceste d'Euripide, où, effectivement, on se dit que malgré toutes les études qu'on peut faire, il faut se soumettre à la nécessité. Il n'y a pas de solution, vous ne trouverez de solution écrite ni dans les tablettes traces dictées par la voix du vieil Orphée. On utilise ici le mot des sanis, les sanides, qui est un mot assez particulier. Ce sont les tablettes orphiques qui nous mènent hein, vers toutes les discours qu'on peut faire à propos des fameuses lamelles orphiques, hein. Ni les remèdes que Phoebos a donnés aux Asclépiades. Donc là, à la même époque que cette représentation de Moussaïos, vraiment, les deux sont contemporains, on a cette mention des tablettes traces chez Euripide. Donc la tablette peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, un porteur de textes religieux également, surtout dans un contexte comme l'orphisme et le pythagorisme où les textes sont des écrits. Les textes religieux, pardon, sont des écrits. Quittons ces jeunes gens et tournons-nous maintenant vers les jeunes femmes et leurs tablettes. Nombreuses sont les images, certainement aussi nombreuses et même plus nombreuses que les images des garçons à la tablette. Voici à nouveau une belle Oinokoé du Louvre, où les jeunes femmes sont identifiées à nouveau avec des noms qui les élèvent vers le monde des muses, puisqu'elles sont qualifiées de Urania, Calliope et Melpomène. Je reviendrai tout à l'heure, la fixation du nom des muses avec leurs attributs et leur attitude se fera très très lentement au cours du temps. On n'y arrivera qu'à l'époque antonine, pour ainsi dire, à l'époque d'Auguste et à l'époque antonine. Effectivement, c'est très fluide. Hein, jusque-là, il y a beaucoup d'échanges que ce soit dans les textes, que ce soit sur les représentations. Il n'y a pas nécessairement de fixité, ni de nombre, ni de présence. Mais ici, au fait, si les noms n'étaient pas là, nous avons simplement des jeunes femmes en train de faire de la musique. Alors on hésite un peu sur ce que fait la jeune femme du milieu, de façon un peu haute de tenir un papyrus, si c'est un papyrus, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est la tablette. Et nous avons une jeune femme à la tablette. Ici, hors de leur monde, elle présente une tablette à un jeune homme, hein, un éphèbe, présenté comme un éphèbe, avec toujours l'association au monde musical. Et enfin, anonyme toujours, c'est Belle jeune fille de la coupe du Metropolitan Museum, où là, on est plutôt vers l'extérieur, dans la mesure où certaines sont drapées, et elles emportent avec elles cette tablette, leur tablette ici, et la tablette également dans le haut. Elle est toujours là en tant que signe, un signe majeur. Il y a, je ne crois pas qu'il y ait encore un papyrus, il n'y a pas de volumen ici. Il y a des sandales, il y a des tas d'éléments qui marquent leur fait d'être ensemble, hein, leur fait d'être ensemble et de travailler avec des tablettes pour aller où la question n'est pas résolue. Mais une chose qui me paraît flagrante dans toutes ces images de jeunes filles et de jeunes femmes, c'est au fait que la culture, contrairement à ce qu'on a pu dire, que c'était oui, c'est parce qu'il fallait bien qu'elle s'occupe, qu'elle fasse un peu de musique ou qu'elle apprenne un peu à écrire, hein, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. C'est bien plus que ça. Je pense que le fait d'écrire, le fait d'avoir, comme les garçons, cet apprentissage musical, les rend séduisantes, tout simplement. Ce sont pour moi des éléments de séduction. Et j'en veux pour preuve ce cratère de Cassel où la jeune femme
couronné, je dirais presque par sa tablette, est en présence d'un Eros. Je passe assez vite, mais si on reprend le dossier des jeunes femmes à la tablette et des muses, c'est vrai que les muses les tirent vers Apollon, mais elles les tirent aussi vers Eros. Et c'est à cela qu'on peut sans doute rattacher cette image dite de l'Aphrodite au livre et ces images de nombreuses, soit enfants, soit jeunes femmes tenant des tablettes sur les genoux, le diptyque déplié. Et l'Aphrodite au livre, d'ailleurs récemment republié donc, par Arthur Muller dans le BCH de 2021. Et où il dit très bien, je crois, plutôt que représentation de la déesse Aphrodite, il s'agit d'une image générique de jeune épouse, de nymphée en puissance, entourée d'éléments et de symboles, Eros, rochers, arbres et deltos, qui sont promesses d'amour et de fécondité. Et je pense que c'est là une des clés aussi de cette représentation séductrice, je dirais, de la femme au livre. Et confirmation également des statuettes d'Eros qui se trouvent, que j'ai vues en allant travailler avec Véronique à Fribourg, dans le musée Bible et Orient, qui est rattaché à l'université de Fribourg, enfin qui est dans l'université de Fribourg, un petit Eros à la tablette, les autres étant des Eros jouants ou des Eros musiciens. Voilà, non, il ne s'agit pas d'un ange avec des psaumes, c'est un petit Eros à la tablette, bien sûr, signalant le côté presque érotique de cette tablette. Alors, encore quelques femmes et quelques tablettes, si vous le voulez bien. Le message d'Iris. Il y a ce magnifique, les sites du Louvre, technique de Six, qui nous montre une Iris très agitée, qui est en plein vol. C'est une des représentations de femmes ailées, mais ici garantie par le caducée, donc nous parlons bien d'Iris. Et elle tient évidemment une tablette, elle va la porter. I've got a mail, I've got a mail. Donc elle s'empresse d'aller porter ce message. Et là, c'est le rôle de la tablette en tant que porteuse de message scellé d'ailleurs. On l'a vu dès Homère, je ne sais pas, je n'ai pas souligné la phrase d'Homère que je vous avais mis au tout début. C'est dans un message scellé qui doit sceller théoriquement le destin de Bellérophon dans Homère. Eh bien, c'est un message de ce type-là que porte Iris. Donc, c'est une vocation de communication que nous avons ici, qui est très perceptible dans une autre iconographie, qui est bien sûr la tablette d'Iphigénie. La tablette d'Iphigénie, qui a un petit lot de vases représentant Iphigénie en tauride, à côté des vases représentant le sacrifice d'Iphigénie, il y a le vase d'Iphigénie en tauride, pardon. Et bien sûr, on le sait, je ne vais pas dire ici que les vases sont l'illustration de la tragédie, je sais que non, puisque les vases recomposent à partir d'éléments qui sont d'ailleurs présents dans la tragédie, recomposent une scène globale. Mais il y a quand même un élément où le peintre ne se trompe pas. C'est le moment choisi, d'une part, et l'objet choisi, la tablette. La tablette que donne Iphigénie à Pylade et qui va constituer tout l'enjeu de la tragédie. En effet, l'Iphigénie est en tauride, vous le savez, elle est exilée là-bas, et elle voudra, Oreste et Pylade arrivent dans la région, et effectivement, ils ne se reconnaissent pas, bien entendu, et Oreste fuit aussi son destin, il a tué Clytemnestre, et Iphigénie est prêtresse d'Artémis en tauride, et le but va être qu'elle finisse par fuir et ramener cette statue d'Artémis en Attique pour l'instauration du culte. Bon, ça c'est un peu l'enjeu de la tragédie, mais surtout, il y a ce moment qui est un moment vraiment de suspense assez extraordinaire, c'est qu'elle va donner cette tablette scellée, en disant Oreste doit être sacrifié, mais toi, Pylade, retourne vite à Argos et va dire aux miens que je suis toujours vivante. Et elle met ça dans une tablette scellée qu'elle donne à Pylade. Pas de chance, Oreste ne saura pas que c'est Iphigénie. Oui, alors, effectivement, l'idée suprême d'Euripide, Iphigénie, Pylade lui dit, mais si en allant en bateau, je me noie, la tablette va être perçue, ou disons, je perds ma tablette. Si la tablette tombe dans l'eau, etc., qu'est-ce que ça devient? Ah, problème. Alors, dit Iphigénie, ça fait rien, je vais te dire ce qu'il y a sur la tablette, et comme ça, tu pourras le rapporter. Donc, elle va ouvrir la tablette et lire
je suis Iphigénie, je suis toujours vivante. Et donc c'est ce moment précis où elle va le dire et ce que dit Euripide, voilà ce que je vais faire, parce que beaucoup de choses se renforcent l'une l'autre. Ta non takai en kremena endel tup tukais, dans les plis de la tablette, logo frasso, soi pantangelai angailai philois. Et on a alors cette opposition entre l'écrit, ce qui est confié, ce qui est gravé, kaingegramené dans le deltos, et logographrasso, l'oralité qui arrive et qui va sauver toute l'affaire. L'opposition entre graphein et legein. Logo frasso qui est vraiment en début de phrase, donc c'est très très bien construit, ça doit vraiment éclater, je dirais, au milieu de la pièce, c'est le tournant de la pièce, et là évidemment elle va révéler qu'elle est Iphigénie, reconnaissance, etc., fuite, et donc la tragédie pourra se clôturer. Donc c'est ce moment précis, avec cette tablette précise, qui joue ici ce rôle de message et de communication ultime. Parmi la série, je retiens d'abord pour faire hommage à Martine de Noël, qui a beaucoup travaillé, je crois, à Matera, et qui a mis en scénographie ces très très beaux vases du musée de Matera, ce tableau du peintre de Bari 12061, où là aussi la tablette reprend le même rôle que le vase attique que nous venons de voir, et où elle est bien mise en évidence par Iphigénie devant la statue d'Artémis. Donc voilà un petit peu les principaux éléments, je dirais, relatifs jusqu'à présent au rôle important dans le monde grec classique, je dirais, des tablettes. Et nous suivrons le chemin des muses pour nous diriger, pour avancer dans le temps. Les muses peut-être dans une composition alexandrine, sur cette fameuse relief d'Archélaos conservé au British Museum et qui provient de Bovilla au nord de Rome, où là, bien sûr, c'est l'exaltation du poète en dernier d'Homère, qui est assis sur un trône avec l'Iliade et l'Odyssée, couronné par le temps et par le monde habité, etc. Il y a un sacrifice en sa faveur, et le lien qui se fait avec les dieux tout en haut se fait avec les muses et Apollon, bien sûr. Et ici, nous avons une de ces muses. Elles ne sont malheureusement pas nommées. Il y a d'autres inscriptions sur la tablette, mais je ne crois pas que l'inscription ici ne nomme pas la muse, mais elle est bien mise en évidence avec des tablettes, de même qu'une autre muse avec un volumen. Donc on a déjà ce profil, déjà cette opposition qui caractérisera les muses, des muses sur lesquelles je vais revenir maintenant, Clio et Calliope dans le monde romain, qui est bien mis en scène ici et qui dit les différents statuts de l'écriture et du chant dans le cas de l'apothéose d'un poète. Clio et Calliope, je vous l'ai dit, se rencontrent dans des séries de plus en plus grandes. Et alors là, on va voir se constituer véritablement les séries de 9 muses autour d'Apollon dans de nombreux supports romains, fresques, sarcophages, etc. Je ne vais pas ici faire tout ce débat, toute l'énumération, pardon. Mais je vais me pencher un peu sur cette opposition entre Calliope, qui est la muse d'Homère, qui est vraiment la muse d'Homère et de Virgile d'ailleurs, qui est celle de la poésie épique, et Clio, qui va devenir de plus en plus la muse à la tablette. Alors sur cette fresque, elle tient un papyrus, mais je trouve qu'elle tient d'une drôle de façon. C'est très rare de tenir un papyrus de cette façon-là. C'est de loin, je me dis tiens, elle tient une tablette, mais non, c'est bien un rouleau de papyrus qu'elle tient avec son nom, Clio, et historiane, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Elle tient bien un papyrus d'histoire à son nom. Bon, certes, et les choses vont se stabiliser, vont évoluer. Prenons également un autre exemple de ces nombreuses séries, enfin nombreuses, ces beaux ensembles, que ce soit en fresque et en mosaïque, des beaux ensembles de muses. On a ici, j'ai retenu celle de Morigine, dans le Triclinium A, avec une muse à la tablette, certes, que je vois bien en Clio, on est d'accord. Pourquoi j'ai retenu celle-là? C'est parce qu'elle provient d'un bâtiment au triclinia dans lequel on a retrouvé, dans un autre de ces tricliniums, on a retrouvé
précisément les tablettes de la famille des Sulpicii, qui était une gens extrêmement puissante à Rome et qui faisait affaire, bien entendu. Et je ne développe pas ce thème de tout ce qu'il y a sur ces archives qu'ils ont d'ailleurs bien publiées par Camodeca, après de nombreuses recherches d'ailleurs, mais je tenais à vous remontrer ces tablettes scellées qui ont fait la richesse des Sulpicii notamment, et c'est tout un lot d'archives qui est là, mais ce n'est pas les archives que le propriétaire va montrer. Il va montrer les muses, la muse, comme je vous l'ai dit. Ce qu'il montre, c'est ce paradis des muses, plutôt que lui en train de compter ses archives. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Clio et l'histoire. Il n'y a pas de règle absolue, mais la dominante au cours du temps, la dominante qui va s'imposer, c'est que Clio va être associée à la tablette pour l'histoire et sa petite sœur Calliope va être associée au volumen pour la poésie épique. Je m'étais posé la question, pourquoi la tablette pour Clio? Pourquoi la tablette pour l'histoire, finalement? Alors, je vous avoue que Elisabeth Meyer, qui avait fait ce beau livre sur Legitimacy and Law et qui n'avait mis aucune image, s'est un peu rattrapée récemment dans ce bel ouvrage sur les représentations, sur les monuments funéraires romains. Alors, je vous le donne en mille, pourquoi? Ce n'est pas du tout un monument funéraire, elle parle de fresques, elle parle de mosaïques, etc. Mais c'est très, très intéressant, parce qu'elle réagit évidemment en historienne. Pourquoi une tablette pour dire l'histoire, finalement? Et pourquoi c'est dominante, que les Romains vont très, très bien comprendre. Ça va vraiment se stabiliser à un certain moment à l'époque romaine. Elle réfléchit. Et met ce dossier en lien avec le contexte de la seconde sophistique, qui est plus tardive que les fresques que nous venons de voir. Elle lit Plutarque, elle lit Lucien, pourquoi on écrit l'histoire, dira Lucien. Elle lit Dion Cassius, Fronton, Sextus Empiricus, et de tous ces historiens qui se demandent à cette époque pourquoi et comment fait-on l'histoire. Elle en déduit, et c'est vrai, c'est dans les textes, que l'histoire, pour être bien faite, doit se reposer sur des textes d'autorité, doit contenir la vérité, accuracy, comme elle dit si bien, la diacribie, si vous voulez, la vérification. Elle doit avoir de la vigueur et du courage, et se différencier des textes qui sont à cette époque de la flatterie impériale, par exemple, de la distorsion des faits pour plaire à l'empereur. D'autre part, Lucien rappelle aussi que la poésie est affaire de fantaisie et même de liberté, ce que n'est pas l'histoire. Cela dit, il faut éviter à cette époque la tendance à l'éloge, la tendance à la rhétorique superflue, toute tendance à la fiction et toujours revenir aux fondamentaux, à savoir la tablette, à savoir le texte écrit, immortalisant ainsi le passé, fixant ainsi le passé. Donc ça, c'est son interprétation, même si les textes qu'elle convoque sont plus tardifs que l'apparition du lien entre Clio et la tablette. Je pense qu'elle a tout à fait raison de lier la réflexion que se font à ce moment-là les auteurs latins, et grecs bien sûr, grecs, sur le sens de se retourner vers le passé. J'y rajouterai moi personnellement au fait simplement aussi, c'est que la tablette, c'est l'archivage, c'est la tablette, c'est là qu'on se trouve, qu'on peut retourner vers les tabularia, qui sont à ce moment-là soit au forum, soit les tabularia impériaux aussi, et aller consulter les annales, comme le fera Tite-Live, aller se référer aux textes fixés qui immortalisent le passé, si vous voulez, et qui sont fixés dans la cire, et éventuellement reproduits sur papyrus, mais la valeur, et j'ai quand même assez bien insisté sur la valeur juridique, la valeur factuelle des tablettes, qui montre qu'effectivement l'association de la muse de l'histoire à la tablette est tout à fait légitime. Je ne pouvais pas faire une conférence sans vous montrer, sur les tablettes, sans vous montrer bien sûr. Et avec tout ce qu'on a déjà en tête, ça enrichit, me semble-t-il, ce qu'on a dit. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ces deux fameuses fresques. Ça enrichit beaucoup le discours avec la valeur, le poids presque physique de la tablette dans la main de ces jeunes femmes. Nous avons ici des femmes muses peut-être, des femmes lettrées, voire des femmes historiennes, des femmes efficaces de toute façon, et qui ont des compétences, qui ont acquis des compétences bien particulières, et qui
peuvent, dans le cas de Terentius Neo et de son épouse, tiens, il y a une partie qui est partie, qui peuvent aider au fonctionnement d'une affaire, hein, par exemple. Hein. Ou alors, et c'est plutôt le cas de celle qu'on a appelée Sappho, et pourquoi pas, s'adonner à écrire des poèmes amoureux et les envoyer à son amant, à ceux qu'elle aime, et de composer. Et ce geste de la réflexion que l'on a vu chez Athéna déjà est une réflexion. On ne met pas n'importe quoi, on n'écrit pas de façon trop impulsive hein, sur des tablettes. On va réfléchir au texte, à la façon de le formuler, de le mettre en page, etc. Donc voilà un petit peu les documents que je voulais vous rappeler, vous montrer presque pour mémoire, hein, parce que je tiens à vous en montrer encore d'autres et je m'avance aussi dans le temps. La représentation des savoirs de l'écriture, j'en ai touché un mot à propos des Sulpiki, qui ne mettent pas vraiment en scène leurs affaires fructueuses et qui marchent bien, mais qui préfèrent, dans le monde de la peinture pompéienne, et là je me tourne vers Stéphanie, parce que je m'aventure dans un domaine qui n'est pas toujours le mien, ce qu'on préfère mettre en scène, ce sont les objets de l'écrit, hein, qui là sur les murs montrent que l'on manie les différents types d'écrits, que l'on a tout le matériel nécessaire pour le faire. Et ce qui est important aussi, c'est de bien situer, et dans les maisons, et dans leur entièreté, la fresque, parce que si on voit effectivement dans le livre de Anna Willy, Writing Now, sur le matériel d'écriture dans le monde romain, qui est en ligne, elle a fait des extraits de ces naturons, ce qui est finalement assez facile pour bien isoler toutes les tablettes, mais en faisant un extrait, vous voyez que l'extrait que nous avons là, je le repère, oui c'est le deuxième, là, voilà, en réalité, dans la vue générale, et c'est comme ça qu'il faut quand même toujours retourner aux fondamentaux, retourner à l'entièreté de la scène, il est en dessous d'évocations d'argent, hein, de l'argent sonnant et trébuchant, de monnaie, de bourse, etc. Mais c'est assez discret, ça reste sur les murs. Il n'y a pas véritablement jusqu'ici de mise en scène du propriétaire, mais tout est dit. Il y a à la fois l'otium littéraire, l'otium de la composition, hein, l'otium de la prise de notes, l'otium de la nature, mais il y a aussi le négotium, et c'est entre les deux, cette tension entre les deux qui fait effectivement le bon citoyen romain de Pompéi. De façon plus générale, un homme à la tablette, et là nous nous retournons à nouveau à Tongres, au fait, la représentation de quelqu'un qui porte une tablette nous introduit vers des connotations plus générales, et notamment en lien avec non seulement la représentation de soi, hein, cette fois-ci on se montre soi-même tenant sa tablette, et on va arriver à des représentations maintenant de personnages tenant eux-mêmes la tablette, appartenance sociale bien entendu, on se montre en tant que maître des lieux, en tant que vir literatus, c'est-à-dire le musicosaner, mais avec quelque chose en plus dans cette tablette. Et nous allons essayer de comprendre ce que ça peut contenir en regardant d'autres témoignages. Ici, le maître des lieux est en compagnie des muses, dans une grande mosaïque hein, de Trèves. Il est en compagnie des muses, il tient à nouveau sa tablette et il s'intègre dans un monde de culture, bien entendu. Je ne pouvais pas faire l'impasse non plus dans ce monde de culture, et nous dirigeons, hein, c'était une mosaïque de Trèves, nous nous dirigeons maintenant vers la Gaule, la Gaule belgique notamment, et la Gaule en général. Un relief comme celui-ci, toujours à Trèves, nous montre l'intégration sociale des fils d'une grande propriété rurale de l'époque, où le professeur, qui est vraisemblablement grec, il le montre avec la barbe, hein, il est peut-être à l'image d'un philosophe grec, enseigne aux différents enfants, aux différents fils de la famille, les textes et le maniement des lettres. Moi, j'aime beaucoup la vue de profil où on voit vraiment la superposition des tablettes. Là, hein, voilà, on les voit vraiment, elles sont bien représentées, c'est très, très mignon. Donc, la fierté de pouvoir offrir dans ces régions une éducation à la grecque et à la romaine, qui fera d'eux de
des citoyens à nouveau bien intégrés. Sur les monuments funéraires, la tablette apporte un surcroît, je dirais, de respectabilité, de légitimité, voire de citoyenneté. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement l'enfant qui porte la tablette, comme nous venons de le voir sur la scène d'apprentissage scolaire, mais bien l'adulte, le papa, le père. Ce sont des stèles qui vont se reproduire. Et là, je renvoie évidemment, cette fois-ci, là, on est en plein dans les Roman Funerary Monuments de Tibor Grul, de ce beau livre, non seulement dans les provinces occidentales et danubiennes, où la mise en scène, la valorisation de la tablette avec le stylet qui montre des endroits du polyptyque sont mises de façon tout à fait évidente, de même que dans les provinces orientales, hein, il y a des spécificités, il y a des régions, il y a des lots, hein, où vraiment ça apparaît, je veux dire, en Aurique, dans nos régions à Trèves, en Palmyre, en Asie mineure, etc. Il y a vraiment des lots où on voit cette mise en valeur, et là il faudrait étudier peut-être encore plus finement, bien sûr, de ces tablettes qui apportent différentes connotations, hein, à ces stèles funéraires. Alors, on pourrait penser, et là je me réfère plutôt à un article de Jean-Charles Palti sur les représentations de soldats de Légion d'Apamée, où lui a mis en évidence, mais là c'est un volumen, le volumen que présentent ces soldats, selon lui, et il a très vraisemblablement raison, est la marque du testament que ces soldats font par rapport à leurs compagnons d'armes. Et ils indiquent aussi, hein, avec le doigt, l'importance de ce document. Je me demande si la tablette n'a pas aussi, si pas valeur de testament, mais valeur aussi de documents, de manipulation de documents juridiques, dans certains cas, ce qui le différencierait de la présentation d'un volumen. Alors pour tous ces reliefs, je vous envoie aussi au site Ubi Erat Lupa, hein, que vous connaissez sans doute tous, pour les représentations de Ortlof Harl et Frédéric Harl. Il y a plus de 30 000, 37 à 40 000 images références de Stein, de reliefs funéraires, de reliefs romains. Et donc, vous tapez Schreibtafel et vous allez des listes et des listes de tablettes. Enfin, bon, c'est assez impressionnant. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un attribut épisodique. C'est quelque chose qui a eu un poids véritablement. Je reste dans nos régions, enfin, j'appelle ça nos régions, c'est Trèves, c'est Tongres, etc. Ces régions très prospères sous l'Empire romain. Et un cas particulier aussi du rôle des tablettes que nous avions relevé dans les fonctions générales des tablettes, c'est bien sûr les tablettes comptables, qui apparaissent sur une quantité alors considérable de monuments de ces riches propriétaires de Belgique et Germanie, et notamment une des plus célèbres, c'est le pilier d'Igel, hein, élevé par les Seicondini, où l'on voit là tout en haut les scènes les scènes de comptage à la tablette, hein, et c'est le prix des draps, hein, c'était des marchands de textiles, hein, des marchands textiles, les prix des draps, et on note le métrage ou le prix, je n'en sais rien, mais c'est en lien de toute façon avec l'aisance financière. Et si vous allez au musée de Trèves, alors là, vous avez des tablettes partout. On ne sait plus, vous a photographié 13 à la douzaine, c'est le cas de le dire. Et ce sont des tablettes, cette fois, qui sont en lien avec très clairement des activités de comptabilité financière, de comptabilité d'objets. Donc là, on voit c'est pas des petites tablettes, c'est pas une petite tablette, hein, c'est tout un polyptyque. Hein, on a beaucoup d'archives, on a beaucoup noté. Hein, voilà des détails de toutes ces tablettes de scènes d'argent, de scènes de vente. Hein. Ici, au fait, on compte publiquement sa fortune de nouveaux riches. Ça, c'est un fait. Et surtout, on montre qu'on en est devenu un acteur efficace de l'économie romaine dans nos régions, qu'il y a une gestion de la production, de la rentabilité qui mérite l'inclusion dans la société romaine. Là encore une tablette assez restaurée. L'autre lien s'établit, c'est vrai qu'on a vu ici les différents métiers, des métiers d'argent, mais également avec d'autres types de métiers, comme par exemple pour Busnol une scène de pesée, hein, où les calculs sont notés sur une tablette, hein, mais aussi le plus beau métier qui soit, je dirais, les métiers du livre. Les métiers du livre, et un métier tout à fait spécifique qui se développe véritablement
de façon systématique, c'est un ordo à l'époque romaine, c'est le métier de scribe. Le métier de scribe, et n'oublie pas que j'ai commencé avec les scribes de l'Acropole, ce qui n'est pas un hasard. Et je vous renvoie là pour tout cet aspect, bien sûr, au beau livre de Benjamin Hartmann sur les scribes de Rome. Et il a également un autre article dans cet ouvrage qui reprend encore en détail cette étude. Et les scribes sont effectivement des professionnels de haute qualité. D'ailleurs, le fait d'aller d'évoluer dans la carrière de scribe, parce qu'il y a différents niveaux de scribe aussi, évoluer dans la carrière de scribe c'est un ascenseur social éventuellement d'être scribe, comme le prouve ce bel hôtel funéraire de la Via Appia. Et d'autre part, ils devaient jurer fides, ils devaient prêter serment. Ce sont des gens qui sont assermentés, comme on peut dire, et donc qui se considéraient comme les gardiens de l'autorité, les gardiens des lois, les gardiens des législations et du droit romain et de tout ce qui était écrit nécessaire au fonctionnement public et également privé. Donc voilà des personnages extrêmement importants. Je ne fais que passer parce que tout ça a été bien étudié, mais dans le cas des tablettes, ça s'imposait bien sûr. Et je mentionne également une autre profession qui est celle d'avocat. Je pensais à Cicéron tout d'abord, mais voici plus tard Gaius Valerius Petronianus dans un sarcophage de Milan. Je me suis demandé si c'était une boîte, mais je pense que c'est bien de grandes tablettes ouvertes que tient l'assistant de l'avocat qui, lui, couché, tient un volumen. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un rapport à l'écrit de toute façon. Et ce n'est pas un scrinium, ce n'est pas une capsa de toute façon. Et je terminerai bien par, en étant, presque encore une chose, une autre profession liée également très spécifiquement à la tablette, ce sont les soldats. Je vous ai rappelé le Vindolanda au début, mais très précisément, pas à titre privé, mais à titre professionnel. Certains commandants, d'écurions, centurions, j'avoue que je ne sais plus, avaient leur propre chancellerie, si vous voulez, et étaient donc associés, avaient comme associé un optio qui avait charge de la correspondance, des éléments, des demandes et du suivi justement de tout le courrier, y compris le courrier avec les autorités. Et ici, très fièrement, Avitus se proclame optio de la Légion qui se trouvait dans le nord de l'Angleterre. Donc, voilà un petit peu au centre de l'Angleterre. Voilà donc le rapport toujours à la juridiction, le rapport à l'État, le rapport au fonctionnement de l'armée et donc de l'Empire romain. Cette conclusion se fera aussi avec un retour sur tablette et État, tablette et démocratie, tablette et fonctionnement, avec incontestablement cet extraordinaire relief de Domitius Aenobarbus du Louvre, qui, ne l'oublions pas, est quand même du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'excellente qualité, et qui nous montre là aussi l'impressionnant stock de tablettes qui servent au recensement, à l'inscription des citoyens sur les registres du cens, et tout ça en présence de Mars, bien entendu. Donc là, on est dans l'obligation presque de garder, de transcrire, de noter, de vérifier ces tablettes, et c'est certainement ça que dit ce détail de l'inscription sur grande tablette. Vous remarquez que là, on a affaire dans tous ces cas à des tablettes beaucoup plus grandes pour archivage. Et donc, l'autre deuxième document en lien avec le fonctionnement de l'État romain qui nous montre des manipulations de tablettes, vous le connaissez aussi, c'est certainement, ce sont les Ploutéides Trajan, qui montrent en réalité ce magnifique cadeau que fait, non pas Trajan, mais vraisemblablement Hadrien, en détruisant, justement, on finira par une image de destruction des tabulae keratae qui recensaient les dettes de certains citoyens et qui sont brûlés pour, je dirais, presque relancer l'économie d'une certaine façon. Donc là, c'est un geste à la fois religieux, puisqu'il y a on est en présence, on est dans le cadre de la curie, mais aussi dans un sanctuaire, et on est dans un geste économique, on est dans un geste symbolique, on est dans un geste de destruction d'archives, et c'est sans doute par là que je terminerai. Donc, en résumé, que ce soit finalement l'archéologie, les textes, la terminologie, les trouvailles,
Les tablettes, qui ont toujours été un petit peu les mal-aimés, hein, jusqu'à présent, je trouve, par rapport au papyrus. Magnifique le papyrus. Les tablettes nous apprennent beaucoup de choses sur la vie des sociétés antiques. Il y a une correspondance indéniable avec leurs fonctions réelles. Un rapport à la culture lettrée, basé sur l'écrit, même si la tablette s'impose davantage dans des scènes, nous l'avons vu, d'apprentissage de l'écriture, de prise de notes, d'archivage et de support de mémoire, de comptabilité, de connotation juridique, etc. Mais elle apporte un surcroît de signification, je trouve, même par rapport au rouleau de papyrus, que ce soit en mettant l'accent sur la communication, c'était le cas pour plusieurs vases grecs, la communication, l'intégration à la citoyenneté, mais aussi dans le monde romain comme valeur d'archivage et de mémoire, valorisation du métier ou du statut de soldat, proclamation de citoyenneté, de légitimité, de respectabilité et surtout d'authenticité. Les tablettes survivront longtemps. À travers le Moyen-Âge, vous connaissez les tablettes de Sarrazin pour le roi de France et d'autres encore. Ici, c'est tablette médiévale de la ville de Toruń. Et j'ai constaté récemment une conférence que je n'ai pas eu l'occasion de suivre, mais où l'image de la tablette m'a évidemment sauté aux yeux, de Madame Monica Amsler, qui a écrit des livres sur la transmission de textes à nouveau religieux. Et donc, on voit la tablette qui garde tout son sens, toute sa fonction et sa durabilité au cours du temps, et ce n'est certainement pas un hasard. Voilà, et je tiens à vous remercier, bien sûr, hein, c'est de circonstances. Et puisque vous avez eu la patience de m'écouter, de me consacrer tout vendredi, je vous ai apporté des tablettes en chocolat pendant les questions. Alors voilà, vous les faites circuler. Là, c'est pour avoir... Désolée pour ceux qui nous suivent à distance. Voilà, tu peux faire circuler, j'espère qu'il y en a pour tout le monde. Si, ah, oui, ça marche. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et pour ce voyage dans le temps et dans l'espace, effectivement. J'ai brassé trop large, Non, mais justement, je veux dire, ça permet aussi oui, de réfléchir effectivement sur quelque chose qui est qui a une réalité dont l'archéologie permet de toucher effectivement la matérialité de façon très concrète. Et puis d'une part le mot m'échappe, la polyvalence extrêmement grande de cet objet sur lequel on peut écrire tout et n'importe quoi. Alors j'allais vous dire écrire ou aussi dessiner. Est-ce que c'est juste de l'écriture ou pas? Enfin, je veux dire, c'était une question. Et enfin, j'aurais une question corollaire par rapport à ça. Et évidemment, transposé en image, du coup, ça fait un objet iconographique extrêmement polysémique. Et on voit tous les jeux qui peuvent varier entre le statut social, le caractère d'éducation, le caractère éventuellement de séduction, effectivement, qui est intéressant, qui ouvre d'autres perspectives. Hein. Mais quelquefois, on se demande comment trancher. Enfin, je pense à la pseudo-Sappho. Est-ce qu'elle fait ses contes? Est-ce qu'elle écrit de la poésie? Est-ce qu'elle est séduisante? Est-ce qu'elle est tout ça? Enfin, sans doute pas, peut-être pas tout. Je veux dire, c'est soit les contes, soit la poésie. Je veux dire, autant que ce soit séduisant d'avoir une femme lettrée, effectivement. Enfin, voilà. Donc, j'ouvre juste la. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, écoute, alors, en tout cas, il y a Vénus a des tablettes, je te dirais. On peut être très faire des cours. C'est ça. Et alors, juste une question ponctuelle, c'est donc, est-ce que quand on voit qu'il y a quelque chose d'écrit, j'ai rien vu de dessiné, mais quelque chose d'écrit, c'est sur les papyrus, quand on a des caractères. Donc, à part un relief sur la fin de Neumagen, ou je sais plus, où là, on voit il est en train de tracer quelque chose, je sais pas quoi, mais on voit quelque chose, effectivement. Est-ce que, enfin, il y en a pas, donc il y a vraiment une différenciation, là, pour le coup, entre rouleau, où là, c'est un vrai support d'écriture, où on montre les caractères écrits, alors que sur les tablettes, c'est toujours, voilà, enfin, on les a pas... et on distingue pas, je veux revoir à nouveau tout le corpus de façon très détaillée, mais on ne distingue pas véritablement de texte suivi, je dirais. C'est ça, mais du coup, est-ce que ça fait une distinction sur ce que ça veut dire la matérialité du support et le texte lui-même? Enfin, je veux dire, est-ce que tu y verrais une distinction?
Il y en a peut-être une, effectivement. C'est à revoir, c'est à creuser. Mais c'est vrai qu'on écrit sur les tablettes. On est vraiment en train de se concentrer sur le geste d'écriture, ce qui est moins le cas pour les représentations papyrus, où là, on montre le résultat. Et c'est plutôt la lecture du papyrus, c'est donc la lecture qui est impliquée. Donc, effectivement, il faudrait voir l'opposition lecture, écriture et lecture, en effet. Composition et état final. Voilà. Et donc, oui, c'est juste. Alors, très juste. Oui. Ah oui, sinon on n'entend pas. Sur la coupe de Cannes, où il y a la scène de Dokimazi. Oui. Tu peux la montrer. Oui. La photo n'est pas très bonne, mais oui, il y a une inscription près de la lettre rouge, près de la tablette, qui dit Melanthios. Oui, le nom du cheval. Du cheval. Donc, c'est supposé être le nom du cheval. Le contenu de la tablette peut être aussi dans le champ. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Il est en train d'écrire Melanthios, qui est le nom du cheval présenté. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Je vais voir. Attends. Où est-ce que. Voilà. Oh, je suis désolée. Ah, j'ai dû tomber sur une mauvaise. Attends. Non, attends. Je voulais mettre le. Oui, tout à fait. Mais reviens. Reviens à ton. Trouve ta diapo et après on repartage. Oui, excuse-moi. Oui, j'ai dû pousser sur une mauvaise touche. Voilà. Voilà. Oui, attends. Oui, c'est Melanthios, effectivement. Et on a Melanthios, c'est le cheval noir. Ben oui, on a supposé que c'était effectivement le nom du cheval. Et donc, ça voudrait dire que c'est celui qu'on va mettre peut-être, on va mettre le nom du cheval sur la tablette. Donc, comme aurait dit François, effectivement, on est en phase de transposition de l'écrit qui est lisible par le spectateur, pour répondre à ta question, et qui va être transcrite sur cette tablette qui est de toute façon toujours presque vue toujours de profil. Elles ne sont jamais vues en tant que de face, contrairement à ce qu'on a vu pour le papyrus. Oui, je note, ça c'est pas mal. C'est une très bonne proposition. Oui, très bien, merci beaucoup. Oui. Question des remarques? C'est là. Premièrement, merci beaucoup pour cette double Doron. Hein? Il y a deux Dora. Premièrement, ce que tu nous as dit. Deuxièmement, les tablettes de... Bon, si j'ai bien compris, tu as écrit dans ton grand tableau où tu as les... Non, mais ça fait rien. D'accord, oui. Au début, avec des... Tout n'y est pas, hein. Et tu as, au lieu de... Tu as écrit mémoire en passant aux archives. Oui, aussi. Mais justement, je me demande si quelque part, il faut mettre archives, parce que l'écriture par rapport aux archives, c'est très important. Et même s'il n'y a pas de tablette, sur d'autres supports, sur d'autres supports, bien entendu, je rappelle seulement que l'écriture, ça peut par exemple être dans l'oracle de Donne. Vous avez des lamelles, où l'écriture, c'est plein. Bon, alors voilà. Non, mais j'ai mis mémoire, mais j'ai mis tout près, j'ai mis registre. Pour moi, c'est ça, archive. Ah oui. Voilà, c'était plutôt là, tu vois. Oui, je ne savais pas tout mettre, parce que sinon, ça devenait trop petit. Mais c'était l'idée que c'était plein de réseaux, quoi. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que dans les cas de tablettes, nous avons la répétition du texte, nous avons des exemples de répétition du texte, comme on a par exemple sur des stèles. Il y a dans les stèles, parfois, on écrit le même texte et on les met, par exemple, devant la boulet, devant un sanctuaire, s'il s'agit de... Bon, est-ce qu'on a remarqué de répétition des textes?
Oui, vraisemblablement. Oui. Si on pense aux diplômes militaires, qui sont toujours sur bronze, hein, ça c'est Oui. vrai, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait eu sur tablette également. Oui. Et donc là, il y a toujours celui qui l'emporte avec soi et un dépôt aux archives officielles. Oui. Oui, il y a des doubles, oui, Oui. vraisemblablement. Oui. Et dernière chose, moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette image d'Iphigénie. Parce que c'est pas Iphigénie, c'est Iphigénie en tant que prêtresse. Aussi. Parce que si vous avez remarqué, elle a sous son dos, elle a la clé. Elle a la clé, oui, bien sûr. Elle a oui. la clé. Donc c'est important qu'en tant que prêtresse, qu'en tant que prêtre, parce que le problème des écritures, de l'écriture dans les sanctuaires, c'est toute une grande question. Hein. Bien entendu, merci beaucoup de le faire remarquer. Oui, c'est vrai, elle a la clé du sanctuaire et toute la tragédie est étiologique pour l'instauration du sanctuaire d'Artémis en Attique, d'Artémis Toraphole en Attique. Hein. Oui, bien sûr, c'est une prêtresse. Oui. Non, c'est pour merci beaucoup. Oui, non, ça c'est religieux. On est dans un contexte de transposition imaginaire, de culte, bien entendu. Oui, tout à fait. Merci pour ces remarques sur l'écriture en sanctuaire que tu connais si bien. Merci beaucoup. Pierre? Merci pour cette conférence magnifique. Vous avez au début évoqué le miracle de la tablette de Pausanias. Et je pensais, en vous écoutant, à quel point ce que vous avez dit à la fin pourrait permettre d'enrichir l'analyse de cette scène finale de la périégèse de Pausanias. Parce qu'à la fois, la tablette est apportée par cette poétesse Anité qui joue abondamment dans ses poésies du nom de Pausanias, en fait, hein, avec la fin du voyage, la fin de la fatigue, etc. Mais en même temps, la tablette, là, vous avez montré, elle évoque Clio, c'est-à-dire cette muse de l'histoire à ce moment de l'Empire, en fait. Oui. Et en même temps, la poésie. Et Pausanias joue à la fois de l'histoire et de la poésie constamment dans son œuvre. Et puis on revient à qu'est-ce qu'elle écrit, mais dans ce que la tablette a d'inscrit, c'est une somme d'argent. Hein, c'est-à-dire la fondation que le type qui va retrouver la vue, hein, puisque c'est ça le miracle, va faire, soit donner d'un côté à la poétesse et de l'autre côté fonder ce petit sanctuaire d'Asclépios. C'est tout petit, hein, en fait, nos pactes. Et puis on peut toujours se demander ce que Pausanias réclame à son commanditaire, s'il y en a après tout. Après avoir rangé toutes ses tablettes de notes et fait sa périégèse. Et puis voilà, il a dû prendre note en tablette dans tous ses voyages. On se demande comment il retenait tout ça. Il devait avoir un âne avec des tablettes. Non, elles sont recopiées au fur et à mesure. Il y a un tri qui se fait. Il faut lire un livre sur le stylet, la torche et le stylet. Je dois le retrouver, je vous donnerai la référence dans mes notes. Oui, il y a vraiment toute une procédure de classement de notes, enfin, comme nous avec nos fiches, hein, quand on a encore des fiches en papier, il y a un jeu comme ça qui doit se faire avec les tablettes. Finalement, on en fait un article, enfin on essaye, et voilà, il y a des procédés comme ça, certainement à la base de compositions de textes scientifiques, littéraires, géographiques et autres, oui. Merci en tout cas pour Pausanias et ses tablettes, pour avoir redonné à Pausanias la valeur de ses tablettes. Oui, c'est vrai. C'est un beau texte, hein, c'est un texte extraordinaire, hein, cette guérison. J'ouvre et je lis. Ah, extraordinaire. C'est une fondation privée aussi, hein, ce sanctuaire. C'est un petit sanctuaire à nos pactes, mais il est donné comme étant cette fondation de Phalisios, de ce personnage, donc fondation privée, comme beaucoup de sanctuaires d'Asclépios d'ailleurs. Oui. Alors, il y a des questions à distance, paraît-il. Qui se prêtent à... Alors, je me permets. Hop. Oui, je vais même le faire passer, oui, parce que je me perds. Oui, je t'en prie, voilà, sinon... je te le donne. Alors,
Donc, il est édité par Tibor Grül, qui est professeur à Pécs, en Hongrie, et qui a fait c'est les actes d'un colloque qui a eu lieu à ce moment-là, il y a quelques années, en 2021, je crois, enfin, je ne sais pas. En 2021, oui, et il avait établi un programme de recherche internationale sur justement les représentations des instruments d'écriture dans le monde antique. Et donc, il a commis ces représentations of writing materials on Roman funerary monuments. Donc, c'est quand même surtout le funéraire romain, et assez bien de l'Orient et de la Dacie et des provinces danubiennes essentiellement. Hein. Bon. Texte, image, message. Mais c'est vrai que là, Elisabeth Mayer, il va de ces représentations de Clio, voilà, sur le sarcophage des Muses, hein, j'aurais dû le montrer aussi, voilà. Et donc, c'est édité chez Archéopresse 2023. Moi, j'ai acheté il y a quelques mois, voilà. Voilà. Dis-moi. Alors, donc c'est Clarisse Prête qui ne peut pas parler parce qu'elle est en bibliothèque. Du coup, mais elle a écrit. Donc, vous pouvez lire une partie, il faudra redescendre pour aller plus oui, bas. très bien. Donc, je vous soumets plutôt quelques lignes repérées hier dans l'inventaire Oh, des liens chouette. ID 1417, vers 155 avant notre ère, qui enregistre parmi les offrandes plusieurs supports d'écriture et de peinture. Et donc, le grec passe, oui. Oui, Pinakas, Iconicus, Dreis, oui. Alus, etc. Enfin, je vais pas, je vous laisse le comata, hein, oui, évidemment. Ça, oui. Voilà. Et des Pinacaxulinon, évidemment. Figuré, Oui, peint. génial. Il faut descendre pour avoir la suite. Attends. Voilà, ici. Voilà. Un thémata, oui, c'est magnifique, ça, des figurés et peints, oui. Il y a de l'Iconicus. Et voilà, à destination votive, hein, Anathematicus, oui. Un autre en bois, Xulinon, oui, par Stésiléos, qui est un matériau plutôt de terre cuite dans les autres pinakès, mais cuite des 3 leucomata mentionnés au milieu, tablette peinte en blanc, hein, ça oui, évidemment, votive, on a simplement écrit un vœu, le nom dédicante. On va croire que c'est tablette comptable, synonyme des deltoi et des putera simplement mentionnées à delta, à delos. À la mesure, elles sont clairement enregistrées parmi ces offrandes. Mais ce ne sont pas des pinakès non plus. Elle n'en parle pas. Vasiliki n'en parle pas dans son article. Voilà. Alors, de toute façon, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique de voir. Il y a des tablettes mentionnées dans l'épigraphie. Ça, oui. Ça, oui. Et donc, eh bien, on peut réfléchir tous ensemble, hein, voilà. Clarisse fait signe qu'il faut descendre plus bas parce qu'elle a écrit d'autres choses. Ah oui. Donc, de toute façon, on a des pinax figurés, ça comme on les connaît, hein, bien entendu, et ça, il y en a quand même dans très nombreux sanctuaires, généralement peintes. Et là, c'est pour revenir à ta question de départ. Il est quand même plus facile, le geste graphique de courbe, etc., est quand même plus facile sur du bois peint en blanc avec de l'encre que sur une tablette où il faut graver. Cela dit, on a des tablettes de géométrie, ça oui. On a également, j'en ai en photo, mais sur mon GSM, là, il y a des tablettes avec des figures géométriques, mais qui sont... Il y a peu de courbes globalement. Il y a des calculs, des représentations géométriques, de compas aussi sans doute, etc. On pouvait sans doute tracer au compas. Et de là à peindre un dieu, une silhouette, etc., c'est, je dirais, prosaïquement, je dirais que c'est techniquement plus difficile que sur une tablette peinte en bois blanc, peint en blanc, pardon, pas en bois blanc. En bois peint en blanc. Voilà. Donc, il y a peut-être simplement cette difficulté technique. Donc là, on a des pinakès peintes sans doute en blanc, et d'ailleurs, elles sont leucomata. Hein. Et là, alors, les pinataxulinones, qu'est-ce qu'elles auraient ces pinataxulinones? Eh bien, ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a voulu dédier sur ces tablettes de bois? Oui, je sais. Pardon, oui. Voilà, on va continuer. Continue. Mais c'est parce que je voulais revenir sur les pinacaxulinones, mais pour lesquels on n'a pas tellement de détails. Donc ça, on l'a vu, parce qu'elle a... Voilà, petite précision. Avec Sophie, merci, Montel. Et comment ça, ce sont des documents d'archives et non des documents qui peuvent être dédiés pour la qualité icono. Ma question sur l'incongruité de cet objet dans un inventaire d'offrandes. Oui, mais on a quand même l'idée de peint, hein, on a quand même l'idée de peinture, malgré tout. Oui, il y a des leucomata d'offrandes.
En fait, il y a de tout sur ces tablettes. Il y a vraiment de tout. Et donc, il ne faut pas se braquer sur l'idée. Là, elles sont quand même iconicus. Elles sont quand même iconicus. Donc, il y a quand même de la peinture, me semble-t-il. Elles sont iconiques, ces tablettes. Là, je pense qu'on a 2 tablettes de bois blanc, bien avec une représentation quelconque de Dieu ou quoi. Mais sur les pinaka, la Pinaka xylinone, le pinax en bois, ce qu'il y a dedans, voilà, ça peut être un vœu, ça peut être la matérialisation, oui, d'un vœu, je dirais, hein, sûrement. On ne voit pas des contes, on ne voit pas des... Ce ne sont pas les mêmes, non, effectivement, les pinakes et des leucomates, ah oui, d'accord. Ah, il y a des pinakes qui sont, par contre, les pinakes sont peintes, et elles sont iconiques. Ça, oui, ça, c'est indéniablement. Et elles peuvent être... Je reviens au texte, voilà. Oui, je reviens au texte. Les pinax, les trois premières pinax sont iconiques. Elles ont des représentations. Il y a 3 autres leucomata. Et ces leucomata, à mon avis, peuvent être peintes aussi. Mais alors, pourquoi une différence terminologique? Est-ce que les premières tablettes iconiques ne seraient pas leucomata, elles ne seraient pas en bois peint blanc? Elles seraient en terre cuite alors? C'est possible que les 3 premières soient en terre cuite. Et puis qu'on a des leucomata qui sont en bois peint en blanc. Et puis alors encore des pinax xylinone en bois nature, je dirais. À ce moment-là, ça peut même être gravé. Hein, on ne sait même pas que c'est écrit, au fait. Hein. Ça peut mettre une gravure, voilà, des éléments gravés, c'est pas impossible. Hein. Voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des tablettes de bois dans l'ensemble, dans cet ensemble. Mais difficile à trancher au-delà. Mais il y a 3 supports, effectivement, dont des images. Est-ce que vous avez des idées à l'aide? Est-ce que vous avez des autres idées? Pierre, non, pas... Je pense voilà, qu'il faut... Mais c'est magnifique. Je note directement la référence parce que ça, je vais aller creuser aussi. Merci beaucoup, hein, comme ça, pour réagir à chaud. Mais c'est vrai qu'on voit apparaître nos tablettes de bois. Oui, il y a encore des nouveaux messages. Je vérifie. ID 1410, oui. Inscription d'Elf vers 155. Ok, parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'ai trouvé très intéressante l'idée de l'objet comme attribut statutaire, quoi, ce qui effectivement apparaissait à la fois dans Musico Saner et puis dans l'étude de Théodore Birth, je crois, à la fin du 19e siècle. Oui, un ancien livre. Et je me demandais justement dans quelle mesure on peut dire que les tablettes ont le même rôle que la tenue du volumen et sur quel type de document. Quand c'est un attribut statutaire, c'est-à-dire le propriétaire qui effectivement est lettré. Alors est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le fait de tenir un papyrus juste à la main ou tenir une tablette quand c'est pas dans une scène qui représente une profession, une scène publique comme le recensement, voilà. Est-ce que effectivement l'attribut statutaire peut être représenté par des tablettes et dans quelle situation? Est-ce qu'il y a une différence? Sur quel type de monument? Voilà, c'était ma question. Oui, c'est vrai que j'avais introduit plusieurs pistes pour répondre justement à cette question que je me posais. Et selon moi, d'après justement l'accumulation de données que nous avons depuis Birth, justement, qui est un des premiers livres à ce sujet, je pense qu'il y a une différence. Le volumen irait plus vers tout ce qui est référence littéraire, la tablette tirant davantage de personnages qui la portent, vers plus, je dirais, un monde juridique, des affaires, de respectabilité, de gardien de quelque chose, de gardien du passé, etc. Donc, oui, bien entendu, mais le tablinum est obligatoire. Hein, le dépôt de ses propres archives dans le tablinum de la Domus est vraiment un acte nécessaire et obligatoire. Et donc, cette référence, ça fait un peu basculer le personnage moins vers,
je dirais, le côté philosophico-littéraire éthéré qui était le summum du musicus aner, Egunet, mais davantage vers quelque chose de, je n'ose pas dire plus concret, hein, le mot n'est pas là, mais ni même plus pragmatique. Ce sont des adjectifs qui ne conviennent pas aux images, mais c'est ça que je veux dire, ça a du poids. C'est pour ça que je disais que ça a du poids. Ça donne une espèce d'autoritas. C'est le mot sans doute qui doit être lié davantage à la tablette qu'au volumen. Même si on va trouver un autre type d'autoritas, moins littéraire, quoi, voilà. On ne va sans doute pas corriger, dans la bibliothèque d'Alexandrie, on ne va pas prendre des tablettes pour les corriger, comme on a pris les papyrus d'Homère et des tragiques, surtout d'Homère, pour les corriger à la virgule près, si je puis me permettre, ou à la syllabe près, hein, en vidant les extrapolations, etc. On va retravailler le texte d'Homère pour lui donner une autorité littéraire de référence. On ne va pas travailler de cette façon sur une tablette. Ça, je ne pense pas qu'on ait travaillé à corriger des tablettes. Mais au contraire, une fois que la tablette était écrite, c'était fini, c'était fixe. C'est plutôt... Voilà, c'est un peu cette opposition-là aussi que je vois entre tablette et papyrus. Bon, mais ce sont un peu des hypothèses qui me viennent au fur et à mesure de familiarité avec ces documents qui sont extraordinaires. Donc, si vous avez d'autres... Après, la question des muses est très intéressante aussi, ce que vous avez dit sur Calliope et Clio. Voilà, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Ça fonctionne assez bien. Je vous renvoie quand même à l'article d'Elisabeth Mayer que j'aurais bien aimé écrire d'ailleurs. Bon, c'est fait maintenant, tant mieux, comme ça nous ferait gagner du temps. Mais elle ne dit pas tout non plus. Elle ne dit pas tout non plus, mais son statut de la vérité et de l'histoire comme vérité, c'était en débat de toute façon au 1er et 2e siècle, c'est en débat entre les auteurs eux-mêmes. Hein, qu'est-ce qui est le plus vrai, Homère ou Tite-Live, voilà. Et donc qu'est-ce que l'histoire? Et surtout à une époque, et là elle le dit bien, où on a tendance à flatter l'empereur aussi par les discours historiques. Et donc attention, il y a une mise en garde. Et donc il faut revenir aux fondamentaux, revenir aux sources, hein, revenir aux documents. Donc ça, sur ce plan-là, c'est certain, dans ce sens-là, qu'il faut aller pour, je pense, interpréter le lien entre tablette et histoire, plus alors le recours aux annales et aux archives. Oui, la dernière question, c'était sur la séduction des femmes à tablette, que je trouvais très intéressante. Ah oui, ça, j'ai compris ça, j'ai trouvé ça marchait bien. Et est-ce que les hommes sont séduisants aussi quand ils prennent des tablettes? Oui, d'accord. Donc le lien Eros... Ce sont des éromènes en puissance. Hein. Ce sont des éromènes en puissance. Il faut utiliser toutes les qualités de séduction, y compris le parfum aussi, hein, pour leurs futurs érastes qui vont les entraîner dans la vie adulte. Oui, certainement, oui, je crois. Ça fait partie de la beauté. Est-ce qu'il reste Nicoline, vous avez partie de la gariste. Est-ce qu'il reste une petite question? J'en profite du coup. Moi, j'en ai une. Je t'en prie, oui. Enfin, j'en ai encore beaucoup, mais moi, je me demandais, enfin, on t'a parlé des tablettes dites orphiques, enfin, en tout cas liées à Orphée. Non, mais j'avais moi en tête les images dionysiaques où il y a des triptyques. Je ne sais pas si tu l'as sur les stucs de la Farnésine, tu en as sur des mosaïques plus tardives d'Afrique. Où tu as une scène où on voit un personnage féminin en train de montrer un triptyque à un autre qui est assis. Donc, c'est de l'éducation, c'est en contexte dionysiaque, religieux, etc. Mais est-ce que tu l'as sous forme de triptyque dans des scènes d'éducation, je dirais, non connotées, religieux, dionysiaque non, mais j'ai raté ça en ratant la présentation l'autre jour. Non, mais c'était pas à la Porta Maggiore. C'était pas à la Porta Maggiore. Non, c'est le stuc de la Farnésine. Oui, c'est un document. Écoute, je vais rajouter. Et voilà. Et par ailleurs, il y a un article de Francesco Massa sur l'écrit dans les rituels dionysiaques. Donc, il passe en série. Donc, il les passe aussi en série où il y a beaucoup de volumina, etc. Mais je veux dire, mais ces triptyques-là, dans les scènes d'éducation, normalement, c'est pas dans ce que tu as, c'est pas sous forme de triptyque. Voilà. Donc, en tout cas, je me demandais si c'était une spécificité ou dionysiaque ou si c'était on est dans de la tablette, enfin oui, on est dans la une forme particulière, mais ça reste. Oui, d'accord. Non, c'est une documentation que je dois à nouveau creuser, le lien avec Dionysos là, avec l'enseignement. L'enseignement par voilà. Il y a des tablettes et des volumina et
et des tablettes que alors sur la Villa des Mystères et les Noces d'Aldorbandim, hein, il y a une tablette qui est posée aussi. Voilà. Alors après, pour Vennes, c'est le contrat de mariage. Là, on passe du côté statutaire. Enfin, je veux dire, c'est Sauron a évidemment une autre interprétation. Chacun. C'est vrai que les contrats de mariage, j'ai évoqué les tout à fait, je veux dire, de naissance, etc. Mais les testaments, les contrats de mariage, ça, mais en tout cas, en faisaient partie. En tout cas, il y a, voilà, dans les images dionysiaques, il y a toute forme de tablettes variées et sans doute aux statuts variés. Mais, parfait. J'aurais dû aller davantage du côté Dionysos. On trouve tout chez Dionysos. Je te remercie beaucoup pour ces références supplémentaires qui sont absolument enrichissantes et qui vont dans le même sens, effectivement. Qui complètent encore davantage, surtout du côté enseignement religieux. Ça, c'est tout à fait important. Non. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, ni à distance, ni ici. Donc, encore merci pour les chocolats. Alors, pour les tablettes chocolatées. Les tablettes chocolatées.